Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Michel Coury, entrepreneur conférencier, auteur de L'échec, c'est de l'entraînement, des conseils pour s'épanouir au travail aux éditions Flammarion. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. Avant d'être à votre compte, entrepreneur conférencier, je l'ai dit, combien de jobs vous avez exercé dans combien de boîtes? J'ai exercé un peu plus de 12 jobs différents dans vraiment beaucoup de boîtes différentes. Ouais. Je n'arrive plus à compter maintenant. Sur combien de temps? Sur 20 ans. Sur 20 ans. Bon. Aujourd'hui, donc, vous êtes votre propre patron. Ce livre, au final, c'est aussi une façon de donner des conseils à celles et ceux qui ont envie de se lancer, qui n'osent pas. Aussi, pas seulement, mais aussi. Oui, parce qu'en fait, quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat ou même une reconversion professionnelle, on a toujours peur de sortir de sa zone de confort. On a peur de la partie administrative, on a peur de ce qu'on ne sait pas, ce qui peut arriver. Et moi, en fait, j'ai envie de montrer que quand on se lance, quand on réussit, il y a un chemin à prendre. Et dans ce chemin, on peut échouer, il y a des obstacles, des objectifs spécifiques qu'on ne peut pas atteindre. Mais ça ne veut pas dire que si on ne les atteint pas, on ne peut pas passer à l'étape supérieure. Et de toute façon, on est tous un peu pareils. Quoi qu'on entreprend dans la vie, il y a toujours des moments où ça ne marche pas, mais le chemin qui a été pris, il y a toujours des points positifs, il faut les retenir et apprendre de ses erreurs pour mieux rebondir. Après, quand on a bossé dans une grosse boîte, voilà, au-delà de 50, 100 salariés ou plus grosse encore, on se dit que ça peut être compliqué de repartir ou de partir et d'être entrepreneur. Mais ça tombe bien, j'ai reçu une personne dans mon podcast hier qui travaillait dans une multinationale, qui avait un très bon salaire. Et dans les deux sens d'ailleurs aussi, j'ai envie de dire, quand on est entrepreneur, est-ce qu'on peut aussi, après, on peut aller bosser dans une boîte? C'est difficile de revenir dans le monde du salariat. Moi, j'aurais du mal en tout cas. Parce qu'on prend des habitudes, un rythme de vie qui n'est plus le même que dans le monde du salariat. Et je ne sais pas si en tout cas moi personnellement, je ne sais pas si je pourrais faire ce chemin-là. Je ne dirais pas marche arrière parce que c'est péjoratif, mais je ne sais pas si je pourrais redevenir salarié. Mais en tout cas, si on veut passer de salarié à entrepreneur, très souvent on a peur de sortir de cette zone de confort, surtout si on a un salaire, si on a des crédits pour acheter une maison, une voiture. Donc c'est un peu se jeter comme ça dans l'inconnu. Vous avez connu vous-même, j'imagine, des échecs comme nous tous? Oui, moi, professionnellement, j'ai connu une faillite, un dépôt de bilan avec une trentaine de salariés. Et ça a été une de mes périodes les plus difficiles au niveau professionnel. Et comment on rebondit après? Au départ, on a des émotions comme la honte, la culpabilité. On se dit qu'on ne va plus jamais entreprendre. On a le regard des autres, le regard administratif aussi. Les banques ne font pas trop confiance aux personnes qui sont fichées dépôt de bilan, même pour un compte courant. Donc on se dit que plus rien n'est possible. Et après, quand on fait le deuil de ces émotions, on se dit que par exemple, dans mon cas, pendant 2 ans, j'avais 30 salariés, j'ai réussi à payer 30 salaires, j'ai réussi à faire des choses bien avec mes clients. Le résultat final n'a pas marché. Dans quel domaine d'activité d'ailleurs? C'était le télésecrétariat à l'époque. Un peu l'ancêtre de Doctolib. On répondait au téléphone à la place de médecins ou d'avocats, mais made in France. Et ma mauvaise gestion, parce que c'est une remise en question personnelle, a amené à ce que ça ne continue pas. Mais si je dois me concentrer uniquement sur ce que j'ai fait en mal, je ne peux pas rebondir. J'ai fait des choses bien, les erreurs, on apprend, on ne refait pas les mêmes, on s'entoure mieux et on recommence. Ça dépend des personnalités. On est entrepreneur, on devient entrepreneur. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, il y a un désir d'entreprendre? Est-ce que c'est... Je pense qu'il y en a beaucoup qui disent oui, c'est dans le sang, ce genre de choses. Moi, je ne suis pas d'accord. Ça dépend beaucoup de l'éducation de nos parents. Ça dépend de ce qu'ils faisaient. Ensuite, il y a un déclic. Je pense qu'il y a des personnes qui font des métiers de passion. Par exemple, moi, j'adore prendre la parole en public. J'adore l'audiovisuel. J'adore la production vidéo. À un moment, on peut le faire dans le monde du salariat, mais si on veut le faire à son compte, on peut avoir ce déclic en disant je vais aller chercher des clients pour faire exactement ce que moi je veux pour eux. Ouais. Après, on sait que pour certains ou certaines, c'est plus facile d'échouer que pour d'autres quand on est aidé par sa famille financièrement, quand on a du réseau, quand on fait du networking. Pour certains, c'est plus facile de se relever que pour d'autres aussi, hein, quand on a tout mis dans son projet. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai la chance d'avoir une famille qui, mentalement, m'a soutenu. Notamment ma maman, mon papa et mon frère, qui, quand j'ai échoué, ils étaient là, présents, me disant « c'est pas la fin du monde ». On a vu un peu pire dans notre vie aussi que ça. Mais plus on va parler de l'échec, comme moi je le fais, ou d'autres personnes,
plus on va démocratiser cela, en disant pas tu vas échouer, c'est ça la vie. C'est ok, tu vas échouer, mais tu vas apprendre, tu vas rebondir. Plus on va en parler, plus il y a des personnes comme moi, ben, plus on va soutenir des personnes qui n'ont peut-être pas des soutiens financiers, des soutiens mentaux, ce genre de choses. Je me rappelle une phrase de Nicolas Sarkozy qui parlait des succès, des échecs, qui disait que le succès est collectif, mais l'échec est individuel. Oui, parce qu'on se renferme sur soi-même, et souvent il y a des personnes autour de nous qui nous aident pas. C'est souvent comme ça, et même quand on réussit, en fait, en France, c'est on réussit, on est critiqué, on échoue, on est critiqué. Et justement, sur l'échec qui, pendant longtemps, a été et toujours peut-être moins stigmatisé en France aujourd'hui, on a eu cette discussion en 10 ans, est-ce que les regards ont un peu changé sur ceux et ceux qui ont échoué, mais en même temps, il y a ce livre de Philippe Labro qui disait « Tomber 7 fois, se relever vite », ce qu'il faut, c'est toujours se relever une fois de plus, quoi. De toute façon, dans l'entrepreneuriat pur, on réussit, c'est très rare les personnes qui réussissent du premier coup. On va tenter des choses, et à un moment, en fait, ça va décoller. Et c'est à ce moment-là qu'il faut... Moi, je dis toujours que le plus dur, c'est pas de réussir, c'est de rester dans la réussite. Et plus on s'est entraîné avant avec des petits échecs, bah, plus on va apprendre à rester dans la réussite. Donc un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait se relever et gérer, et se relever de ses échecs. Complètement. Ouais. Alors vous dites que la timidité peut être une force. Pourtant, quand on pense à certains grands entrepreneurs comme Elon Musk, je sais pas, ou Xavier Niel, on se dit qu'ils ont hyper confiance en eux quand même, ces gars-là, ou alors ils font semblant. Donc on peut réussir quand on est timide, c'est ça le propos. Oui, parce que moi dans mon parcours, j'étais timide, et même encore aujourd'hui, je suis un peu timide, ça ne se voit pas. Quand je le dis, on ne me croit pas. Mais avant de faire une conférence devant 2000 personnes, même si je fais ma conférence tranquillement, il y a les 5 premières minutes avant. Là, conférence sur quoi, par exemple? Sur de la motivation, ou sur du management, marque employeur. J'ai toujours un stress me disant, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Pourquoi j'ai accepté? À la base, moi, je suis timide, je ne peux pas parler devant autant de monde. Et on va faire la conférence comme si de rien n'était. Mais je suis sûr que ces personnes-là, comme Xavier Niel ou Elon Musk, je suis sûr qu'ils stressent un petit peu avant. Mais c'est un stress qu'ils savent... Gérer. On sait gérer. On sait gérer notre... Enfin, je ne veux pas dire que je ne suis pas à leur niveau, mais si on sait gérer sa timidité, comme son stress, c'est là où on devient performant. On ne laisse pas nos émotions nous dépasser. On pense souvent, alors à tort ou à raison, vous allez nous le dire, que ceux qui ont réussi ont forcément dû, à un moment donné, écraser les autres pour y arriver. Est-ce que, à tort ou à raison? C'est pas vrai. Je pense qu'il y a des personnes... Il faut ouvrir le placard, parce que dans le placard, il y a des trucs... Il y a des personnes qui réussissent de cette manière-là, et il y a des personnes qui réussissent en faisant avec les autres. Ouais, mais après, on va vous dire, ouais, mais il est gentil, Michel Coury, mais il est un peu idéaliste, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, le monde du travail, on le sait, il est comme hyper concurrentiel, compétitif. Voilà, forcément, on est dans la compète. On n'est pas dans la compète, le soleil se lève pour tout le monde. C'est sûr que si on va ouvrir une boutique qui fait exactement la même chose à 10 mètres de cette boutique, c'est pas intelligent. Moi, je pense que chacun, il a sa manière de faire les choses, il a son envie, sa passion, sa détermination. Et qu'on n'est pas obligé d'écraser une personne pour exister, mais on peut tout simplement ou faire avec, ou pas faire, mais pas écraser. Alors si les gens pensent, on peut s'imaginer si je suis idéaliste, achetez le livre et vous verrez, vous me direz si je suis idéaliste ou pas. C'est vrai que pour des jeunes qui nous regardent, notamment ceux qui sont très diplômés, ils se disent, je ne sais pas si c'est vrai que de plus en plus ont du mal à trouver du travail, oui. Et donc finalement ils se retrouvent dans des filières qu'ils n'ont pas choisies, qui ne leur correspondent pas. C'est une réalité, ça? Oui, je reçois énormément de messages, j'en reçois un peu plus de 600 par jour à travers tous mes réseaux sociaux, et dans les 600, je dois en recevoir 200 de jeunes diplômés qui n'arrivent pas à trouver un travail parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Et bien diplômés? Bien diplômés, oui. Ouais. C'est flippant. Ils n'ont pas d'expérience parce qu'aujourd'hui, il y a les boîtes, alors je ne veux pas les taper dessus, mais ils veulent tout. Un jeune qui a 25 ans avec 15 ans d'expérience, payé au SMIC, et qui... Voilà, donc c'est pas possible. Mouton à 5 pattes, quoi. Exactement. Et quand un senior arrive, il faut qu'il ait donc 25 ans d'expérience, mais qu'il soit payé au SMIC et qu'il soit comme le jeune. Donc en fait, il y a un moment où il faut se remettre en question et se dire, ok, il y a un jeune qui va arriver dans la boîte, un senior qui va arriver, on recrute les deux, et l'assemblage, la complémentarité va apporter un plus pour la boîte.
Mais quand on a ce manque d'expérience-là, quand on est jeune, comment est-ce qu'on fait pour convaincre un employeur, se démarquer? Comment est-ce qu'on fait pour trouver les bons mots, pour susciter le désir de l'employeur aussi, au-delà encore une fois du diplôme et de faire la différence? Je pense qu'on peut aller taper sur les soft skills, par exemple, ce qu'on a appris durant nos études. Il y a des personnes qui ont fait des études, mais qui ont un parcours de vie aussi qui est peut-être en dehors de... Ça fait la différence, c'est pas la Oui. marge, ça, vraiment? Ça peut faire la différence si on sait se vendre, si on sait Comme quoi, parler par de exemple, soi, soft skills, comme quoi? de la motivation, si on est flexible, si on a appris à gérer son stress. C'est tout ce qu'on ne marque pas en fait sur son CV, qui ne se voit pas. Le CV, ça nous parle du passé, mais la personne qui va faire l'entretien, le candidat, il va parler du futur. Donc s'il arrive à mettre les deux en complémentarité, bah, ça va donner un plus. Mais moi, si j'ai un conseil à donner aux jeunes, cherchez des boîtes qui recrutent des jeunes. Voilà, n'allez pas... Comment on le sait, ça, bah, a priori? Il y a des boîtes qui communiquent beaucoup sur leur marque employeur en disant on recrute des personnes en alternance, des jeunes diplômés. Allez voir et concentrez-vous sur ceux qui fonctionnent et écartez ceux qui ne fonctionnent pas. Bon, après, il y a quand on est jeune, puis après, quand on est moins, quand on est sur le marché du travail. Pour vous, il faut absolument investir dans son développement personnel tout au long de sa vie professionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est de la formation en continu, c'est ça? Il y a la formation en continu et comprendre aussi. Mais il faut trouver le temps, je veux dire. On n'est pas obligé en fait, de se prendre la tête avec ça, mais moi j'ai découvert il y a 2 ans que j'avais des compétences que j'ai développées pendant 20 ans. Si je n'avais pas pris conscience de ça, ben, je ne serais pas là avec vous aujourd'hui. Donc des compétences de prise de parole, de fédérer des personnes, de création de contenu sur les réseaux. Donc à un moment, je me suis dit, bah, attends Michel, pendant 20 ans, tu as fait énormément de choses. Comment tu peux résumer tout ce que tu sais faire maintenant? Et j'ai pris un papier, j'ai tout noté, j'ai dit, bah, je sais prendre la parole, je sais faire ça. Le seul truc que je ne sais pas faire, c'est la comptabilité. Bon, pas tout faire en même temps. On ne peut pas tout faire. Bon, vous avez participé, on va finir là-dessus, à la journée du rebond entrepreneurial. Oui. C'était il y a quelques jours. Expliquez-nous ce que c'est. C'est une association, les rebondisseurs français, qui organise tous les ans un événement pour aller donner des clés de réussite, pour savoir comment on fait pour rebondir après un échec, ou avertir aux gens qui peuvent échouer quand on est entrepreneur, anticiper certaines préoccupations qu'ils peuvent avoir. Et c'est très intéressant parce qu'on va rencontrer des petits entrepreneurs comme des plus grands, et chacun va faire un partage d'expérience, et quand on ressort, on se sent moins seul déjà, on comprend plus de choses sur ce qu'on fait ou ce qu'on va faire, et ça va nous permettre tout simplement de reprendre le travail en se disant je n'étais pas le seul dans cette situation-là, je ne suis pas seul à vivre ce que je vis. Échec ou succès d'ailleurs. Sur l'échec, on est loin encore des États-Unis où l'échec est valorisé. On dit qu'il est quoi l'échec en France aujourd'hui? Comment est-ce qu'il est perçu? Il est perçu comme, on va dire, comme une fatalité. Ouais, c'est-à-dire? Ça veut dire qu'on a échoué, on ne peut plus recommencer. Il faut faire autre chose. Donc on n'a pas tellement avancé, pardon. Hein. On avance petit à petit. Qu'est-ce qui a changé alors en 10 ans? C'est parce qu'il y en a beaucoup plus qui en parlent. Moi, je prends l'exemple des réseaux sociaux. Beaucoup de personnes, il y a encore 2 ans, ne parlaient que de leur réussite. Montrer de l'argent, montrer des Ferrari, ce genre de choses. Entreprenez, c'est ça la vie de rêve. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui ont peut-être des Ferrari, mais ils expliquent le chemin qu'ils ont pris. Ah oui. Et du coup, ça change pas une la donne. Ligne droite, évidemment. Exactement. On peut dire que les Français sont des entrepreneurs. Je ne sais pas si on peut se comparer par rapport à nos voisins européens. Oui, je pense. Ouais. Ça commence à être de plus en plus. Je vois beaucoup plus de freelance, je vois beaucoup plus de personnes qui veulent vivre de leur passion, des solopreneurs, des personnes qui veulent monter des boîtes. Oui, ça commence à devenir intéressant. Est-ce que l'entrepreneur, on finit là-dessus, Michel Coury, est assez aidé, que ce soit quand il chute, quand il commence, ou est-ce que finalement il faut se débrouiller tout seul quand on est entrepreneur au début et à certains moments critiques? Alors si administrativement, il y a plein de choses en France qui sont faites. Moi, quand j'ai vécu ma faillite, il y a des choses qui se mettent en place, mais je crois qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive et qu'on n'est pas assez informé. On n'informe pas en fait les gens de ce qui peut arriver et comment ça va se passer. Donc si on n'est pas informé, ça fait peur quand un mandataire financier vient prendre le relais, un redresseur, ce genre de choses, ça fait très peur. Moi, du jour au lendemain, en fait, il y a quelqu'un qui est rentré dans ma boîte, c'est plus ma boîte. Mais on n'est pas informé à ça. Et ça, avant d'entreprendre, quand on va
payer ce qu'il faut pour pour monter son entreprise, on doit nous informer de cela pour que ça fasse peur si ça nous arrive. Allez, l'échec, c'est de l'entraînement et c'est pour la bonne cause. Michel Courrier aux éditions Flammarion, évidemment, à lire pour se booster. Merci Beaucoup. Invité de la grande interview en direct sur Boursorama.